Alors, c'est étrange, mais c'est ainsi. Les prix de l'immobilier ne sont pas vraiment pris en compte dans le calcul de l'inflation par la BCE, mais ça pourrait bien changer. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste, directeur principal de l'OFCE. Ça fausse pas un petit peu les données, en tout cas le calcul de l'inflation ou l'inflation tout court, la hausse des prix, quand on ne tient pas en compte vraiment, encore une fois, des prix, des coûts qui sont supportés par les propriétaires occupants, parce on sait bien que c'est un des premiers postes de dépenses des ménages, donc ne pas prendre en compte la moitié des Français ou plus qui sont propriétaires, c'est quand même problématique non, dans le calcul de l'inflation. Oui, c'est problématique. Donc effectivement, Et ça fait longtemps que ça dure. c'est pas une réflexion de nouvelle. Ça fait longtemps que ça dure. Bon, il y a une raison à ça, hein, c'est que la construction d'un indice de prix, on ne connaît plus trop ça aujourd'hui, mais en fait, il s'est quand même élaboré après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte où il y avait parfois des tensions inflationnistes, et l'inflation, c'est très conflictuel. Et donc l'idée, c'était d'avoir un indice de prix qui permette de quantifier potentiellement ce conflit entre tous les détenteurs de contrats et la contrepartie. Donc ça peut être un salarié avec son entreprise, mais ça ne se limite pas à ça. Ça peut être dans la revalorisation d'une prestation, dans la revalorisation d'une pension alimentaire. Donc vous voyez, tout un tas de situations qui sont quand même un peu tendues. Prendre en compte la réalité vécue par les Français. Voilà, alors il faut prendre en compte la réalité d'un côté, puis d'autre part, il faut proposer un indicateur dont la définition est la plus pertinente et la plus stable possible. Donc il y a un peu de conservatisme hein, quand on construit des indicateurs comme ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de contrats qui sont calculés sur ces indicateurs. On parle pas de l'INSEE, là on parle pour le coup de la BCE, du chiffre d'inflation calculé par la BCE. Oui, mais ça aura des répercussions sur l'INSEE, parce qu'on ne peut pas avoir... L'INSEE prend en compte les prix de l'immobilier non, il se trouve qu'aujourd'hui, l'indice harmonisé des prix à la consommation, tel que la méthodologie est définie par Eurostat, et donc telle qu'elle est appliquée par chacun des États membres, et donc en particulier par l'INSEE, fait qu'on ne prend pas en compte les prix de l'immobilier. Alors il y a des difficultés techniques et conceptuelles derrière, mais enfin, en tout cas, on ne prend pas en compte la situation des propriétaires. On prend en compte la situation des locataires, des loyers qui sont payés par le locataire. Ça, pour le coup, c'est pris en compte dans le calcul l'indice des loyers est dans l'indice des prix. Donc quand les loyers augmentent, ça conduit à une augmentation des prix. Mais ça n'est Pourquoi jusqu'à présent, s'endetter pour acheter un logement, ce n'est pas pris en compte dans le calcul de l'inflation? C'est quand même problématique. Alors, parce qu'on considérait que s'endetter pour acheter un logement, c'était faire un investissement. Et je vous rappelle que ça s'appelle l'indice des prix à la consommation. Et donc, qui dit consommation dit que ce n'est pas un investissement. Alors pourquoi, enfin, en dehors d'un problème juste sémantique, mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans un investissement, et quand vous consommez quelque chose, voilà, vous allez au restaurant, vous payez un repas, si le prix de ce repas a augmenté, ça diminue votre pouvoir d'achat. Quand vous achetez, quand vous faites un investissement et que vous le payez plus cher, si son prix augmente, vous pouvez dire ah, bah, ça c'est une perte de pouvoir d'achat, mais attendez, si le prix continue d'augmenter, c'est au contraire un gain. Et donc, un gain sur son épargne. Voilà, un gain sur son épargne, sur le pouvoir d'achat futur. Sur le pouvoir d'achat futur, et donc on ne peut pas le prendre en compte de la même manière que ce que vous payez quand vous achetez une baguette de pain. Ça se défend aussi. Et oui, ça se défend aussi. Donc c'est un problème un peu compliqué, parce que quand on commence à introduire ces éléments-là dans l'indice des prix à la consommation, on se rend compte qu'en fait, on peut avoir des indices de consommation qu'on voudrait réviser sur le passé, par exemple, pour dire, ah bah oui, les prix ont augmenté, mais comme ils ont continué d'augmenter, en fait, les propriétaires ont fait plutôt des bonnes affaires, des investissements très rentables. Et donc en fait, leur pouvoir d'achat a plutôt augmenté. Alors que oui, on aurait tendance à dire, ah, les prix augmentent, donc leur pouvoir d'achat diminue. Ça dépend si on est de quel côté on se place. Ça dépend de quel côté on se place, mais si on est propriétaire ou c'est futur ça propriétaire. Qui a conduit les comptables nationaux, quand il s'agissait d'élaborer les indices de prix, qui posent des tas de problèmes. Sauf que des prix plus élevés, ça veut dire des remboursements de crédit, parce que ce qui coûte tous les mois, le propriétaire, c'est de rembourser un crédit. Si on paie plus cher son appartement que sa maison, la mensualité est plus élevée. Donc, et ça, c'est bien une dépense. Mais souvent, ce qu'on observe... L'idée, c'est comme de coller à la réalité des gens, des Français. Et on a 2 tiers des Français, je crois, qui sont propriétaires. Donc, on ne prend pas en compte la situation de 2 tiers des Français, quelque part. En gros, un gros tiers propriétaires accédants, parce que c'est surtout ceux-là qui vont poser problème. Mais, enfin, oui, par exemple, on sait que quand les prix augmentent, c'est généralement aussi une situation où les taux d'intérêt baissent. Parfois, il y a même peut-être un lien entre la baisse des taux d'intérêt et l'augmentation des prix. Donc la mensualité que vous payez... L'un ne compense pas l'autre. Oui, mais la mensualité que vous payez, c'est une combinaison des deux. Donc déjà, voilà, ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est... Donc, enfin, tout ça est possible. Et comment, pardon, pour une seconde, il y a 2 choses, qu'on comprenne l'actualité. La BCE réfléchit à changer encore une fois son mode de calcul pour mieux intégrer ce paramètre-là. Mais que font les étrangers? Je ne sais pas, aux États-Unis par exemple, parce que l'immobilier, on sait que dans l'indice des prix à la consommation, ça pèse en Europe 7%, là aux États-Unis,
l'immobilier pèse un tiers. C'est-à-dire que les Américains ont réussi à mieux prendre en compte le marché de l'immobilier dans leur calcul des prix. Comment ils font? Alors, il y a une solution qui est relativement simple, mais qui va vous paraître La solution Timbo. peut-être insuffisante. Alors, ce n'est pas la solution Timbo, c'est une solution qui est appliquée dans beaucoup de pays. Oui. Ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire, en fait, quand vous êtes propriétaire, il y a deux choses qui vous arrivent. Vous avez fait un investissement, Ouais. et donc ça, c'est combien vous avez payé votre investissement, votre logement, combien vous le revendrez dans le futur. C'est difficile de déterminer la rentabilité de cet investissement dans le futur. Mais par contre, vous allez habiter dans ce logement. Et c'est comme si vous payiez un loyer pour ce logement. Donc là, l'idée, c'est de dire, en fait, on va traiter les propriétaires comme des espèces d'auto-locataires. Ouais. D'accord? Et ça va augmenter le poids de l'indice du loyer, parce qu'on ne connaît pas le loyer que payerait le propriétaire. Donc on va avoir une méthode pour l'estimer. En gros, on va l'estimer comme étant à peu près équivalent au loyer pratiqué sur le marché. Ouais. Mais on va augmenter le poids accordé au loyer, parce qu'on ne va pas prendre en compte que les locataires, mais on va prendre en compte tout le monde. Alors, c'est partiellement satisfaisant, parce que, vous voyez, quand les prix de l'immobilier augmentent fortement, ça ne veut pas dire que les loyers augmentent fortement. Ouais. Et donc, du coup, alors que le loyer d'un locataire peut potentiellement augmenter, puisqu'il est réindexé sur l'inflation, alors que la mensualité du propriétaire n'est pas indexée sur l'inflation. Oui, mais on ne va pas tenir compte de la mensualité. J'espère qu'on nous suit là. Oui, mais on ne va pas tenir compte de la mensualité du propriétaire. Dans ce cas-là, on va dire, le propriétaire, on va considérer qu'il serait traité comme un locataire moyen ou médian. Et donc, on va lui appliquer des hausses de loyer qui correspondent à celles qu'on a appliquées à ses voisins. Mais ce n'est pas la réalité, encore une fois, quand on est propriétaire et qu'on rembourse un crédit immobilier. Alors, c'est en tout cas cette partie-là de la réalité. On va considérer que ça, c'est la partie investissement et que celle-là, on ne veut pas l'intégrer dans les prix à la consommation parce que c'est de la consommation. Ça s'entend. Et donc, on veut juste augmenter le poids qu'on donne au loyer dans l'indice des prix. Alors ça produit un changement parce que, vous voyez, quand on est dans une période où les loyers sont plutôt dynamiques par rapport au reste des prix. Parce qu'il pas le cas puisque l'inflation est faible depuis des années. Donc ce qui n'est pas le cas, oui et non, parce que vous voyez, il y a quand même des effets qui se produisent. C'est que, par exemple, on sait que les biens manufacturés ont des évolutions de prix qui sont plutôt contenues, on va dire, voire même parfois négatives. Les loyers dans certains pays, alors c'est le cas dans la France, donc ça limite aussi un peu le débat dans la France, mais en France, les loyers sont plutôt indexés sur l'inflation. Alors du coup, quand on les indexe sur l'inflation, on va renforcer le poids de quelque chose qui est indexé sur l'inflation, mais mécaniquement, en fait, ça conduit à accroître le poids. Ça conduit à accroître l'inflation, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça, c'est la première solution. Il y a l'inflation, il y a le ressenti d'inflation. C'est bien que les Français ont le sentiment que parfois, quand on dit l'inflation, c'est seulement 1% en France, c'est qu'en réalité, le coût de la vie, comme on dit, est plus élevé que cet indice qu'on peut nous entendre, celui de nous balancer, celui de la BCE ou celui de l'INSEE. Est-ce que, si on prend mieux en compte, encore une fois, les prix de l'immobilier au travers du cas des propriétaires, il y en a beaucoup en France, est-ce qu'on aura un indice d'inflation qui sera mécaniquement plus élevé et plus proche de la réalité? C'est ça, en fait, le sujet de fond. Si on le prend avec cette première solution, qui consiste à se traiter les propriétaires comme des locataires, non, c'est pas la solution Timbo, mais c'est une solution qui est pratiquée dans beaucoup de pays parce qu'elle a l'avantage d'être relativement simple et de ne pas avoir à spéculer sur l'évolution des prix de l'immobilier. On conduit à une petite augmentation des indices de prix à la consommation, en tout cas dans la période actuelle. Mais c'est une petite. C'est de l'ordre de quelques dixièmes de points de plus d'inflation par an. Ça ne change pas fondamentalement. Ça ne va pas répondre à, en tout cas, un ressenti qui est très important, qui est le ressenti de ceux qui accèdent à la propriété, qui veulent se loger dans des régions, dans des zones urbaines tendues, comme par exemple l'Île-de-France, et qui disent « je constate une inflation », alors là le terme n'est pas tout à fait exact, mais une inflation des prix immobiliers qui est telle que je ne peux pas accéder au logement. C'est-à-dire que les surfaces qu'on me propose pour mon budget sont de plus en plus petites et elles ne conviennent pas, et je suis obligé de m'éloigner du centre pour compenser cette hausse de prix. On aura du mal à mettre ce ressenti-là dans l'indice des prix à la consommation. Donc on va l'améliorer à la marge, cet indice. Oui, alors après, derrière, il y a quand même un débat de fond, c'est-à-dire que quand on parle des accédants dans les zones tendues, ça représente une part de la population qui est relativement faible. On est sur moins de 10% de la population française, on est plutôt autour de 5% de la population française chaque année. Donc ceux-là peuvent avoir un ressenti qui est qu'ils perdent en pouvoir d'achat immobilier, mais il y a quand même 95% de la population qui, elle, vit dans une situation où, en gros, ses loyers sont plutôt indexés sur l'inflation, et donc de ce côté-là, son pouvoir d'achat ne diminue pas. Alors, bon, il y a une petite nuance aussi dans les loyers, il y a ceux qui changent de location, parce qu'à cette occasion-là, les loyers payés ont tendance à augmenter, en tout cas dans les zones tendues. Donc, en fait, l'évolution des loyers, ce n'est pas tout à fait indexé sur l'inflation, ça c'est l'évolution des loyers
pour ceux qui restent Ouais. dans leur appartement avec le même bail. Quand ils changent de bail, il y a un peu plus d'augmentation. Donc, Au final, c'est bien. Donc, c'est dans le cadre de sa revue stratégique que la BCE, encore une fois, réfléchit à revoir le calcul, encore une fois, de son indice de prix en intégrant mieux l'immobilier. C'est une bonne chose au final, ou est-ce que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Non, c'est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas en attendre une révolution. Ouais. Voilà, la solution la plus simple, et qui est celle qui va être poussée par les comptables et les spécialistes des statistiques, parce qu'elle est la plus conceptuellement solide, on va dire, ça consiste à étendre aux propriétaires la mesure du loyer. Intégrer le coût des mensualités, les investissements qui sont faits, etc., ça va poser des problèmes qui sont tels qu'on a peu de chances d'arriver à une harmonisation. Alors attention à un point aussi, c'est que par ailleurs, la Banque centrale, dans la conduite de sa politique monétaire, peut regarder le prix des actifs et pas simplement avoir... Ce qu'elle ne fait pas d'ailleurs. Bon, ce qu'elle fait quand même. Il y a beaucoup de comités... Si les banques centrales regardaient le niveau de la bourse et de l'immobilier, ça se ferait, non? David, non, parce qu'on en a déjà parlé. Par exemple, le comité de la stabilité financière en France peut mettre en place, vous vous rappelez, pour les règles macro-prudentielles. Pour dire voilà, c'est le haut comité de stabilité financière qui peut dire effectivement on revoit les règles pour éviter qu'il y ait trop de crédits qui soient accordés. Et ça, c'est conduit en regardant l'évolution. C'est pas de la politique monétaire, c'est du macro-prudentiel. Le macro-prudentiel vient compléter la politique monétaire aujourd'hui. C'est donc une autre jambe. Dans la politique monétaire étendue, les prix des actifs et de l'immobilier sont pris en compte. Voilà. Alors, est-ce que les intégrer de cette façon dans la cible d'inflation va beaucoup changer la politique de la Banque centrale? C'est pas du tout clair, parce que vous voyez, si en plus ça conduit à plutôt augmenter l'inflation, ça va plutôt convenir à la Banque centrale qui aujourd'hui constate qu'il y a plutôt des rythmes d'inflation qui sont c'est les faucons qui seront contents. Les faucons de la BCE c'est plutôt les faucons qui seront contents parce que ça donnera un argument de plus pour restreindre la politique monétaire dans quelques temps. Bon, donc voilà, c'est pour ça aussi que toutes les évolutions vont être extrêmement conservatrices. Il y a des enjeux assez importants derrière, vous l'imaginez bien, et voilà. Voilà, donc l'immobilier peut être mieux pris en compte en tout cas dans les indices d'inflation. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.